Voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous. Enfin, cette fois, on peut démarrer. Merci de votre fidélité sur Radio Fréquence Atlantique. Nous nous retrouvons tous les dimanches. Alors, dimanche dernier, exceptionnellement, il n'y a pas eu d'émission parce que j'étais en voyage. Tout à l'heure, je vous ai entendu. Et nous avons une première partie de commentaires sur l'actualité. Ensuite, nous avons des informations concernant la Martinique et une partie interactive à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. En ce qui concerne cette partie interactive, nous ne sommes pas encore en direct sur Facebook, c'est surtout pour le début. Donc, bienvenue. Comme je vous disais, dimanche dernier, nous n'avons pas eu d'émission parce que nous étions invités à participer à une rencontre des mouvements sociaux internationaux qui se tenait à Caracas, au Venezuela. Et je vais donc vous faire part du compte rendu de cette réunion. Je pensais d'ailleurs ne faire que ce point, mais de retour en Martinique, j'ai eu des informations concernant le mouvement contre les retraites et je pense qu'il est important que nous passions quelques commentaires sur cette affaire. Mais dans les deux cas, que ce soit la rencontre des mouvements internationaux, des mouvements sociaux internationaux, ou celui des retraites, ce qui est notable, c'est le caractère absolument éhonté des journalistes qui traitent les informations. Mensonges, dissimulation, propagande au service des classes dominantes, c'est pour masquer le fond des choses. Alors, je vais commencer par les retraites et rappeler un certain nombre de commentaires que nous avons déjà faits, mais qui se révèlent importants dans le contexte actuel. Et dans une deuxième partie, je vais parler de la situation au Venezuela et l'organisation des mouvements sociaux internationaux. Donc, en ce qui concerne les retraites, au fur et à mesure que le gouvernement voit la contestation monter, se rendant compte que toute sa propagande ne change pas l'opinion, qu'il est en train de perdre la bataille de l'opinion, eh bien, il essaie d'accélérer sur le plan législatif en utilisant les travers de la Constitution française et des règlements du Parlement. Et en même temps, il augmente la propagande pour déstabiliser l'opinion publique avec de faux arguments. Donc, je tenais, même si nous en avons déjà parlé, à revenir sur un certain nombre de questions clés. Et je solliciterai que les militants, que les gens de la population vraiment participent à une campagne massive pour développer cette contre-argumentation et pour tordre le cou à ce que dit le gouvernement français et ses journalistes. On peut s'arrêter sur un certain nombre de points clés. La question du financement. Vous entendez qu'ils rabâchent, leurs économistes, leurs journalistes rabâchent la thèse que c'est pour sauver le système de répartition, pour assurer que nos enfants, nos petits-enfants pourront avoir droit à une pension, que c'est ce qui explique la nécessité, ils osent utiliser le mot de réforme, de changer le système, de demander plus de sacrifices à ceux qui travaillent et à ceux qui cotisent pour faire fonctionner le système. On peut vraiment s'attarder, réfléchir, chercher des documents pour confirmer cette évidence que c'est un mensonge, que c'est une manipulation. Comment fonctionne le système de retraite par répartition depuis que des conquêtes sociales, des mouvements populaires avaient pu imposer qu'on tienne compte de la vie des personnes âgées. Il y a des actifs, des personnes qui sont au travail et qui cotisent. Elles cotisent et cet argent-là sert à payer les pensions de ceux qui sont à la retraite. C'est ça le système par répartition. Et on prend comme argument qu'il y a de moins en moins d'actifs, donc que les caisses sont vides et qu'il n'y a pas assez pour payer les pensions.
et que ce phénomène-là va s'aggraver, ce qui fait que les caisses seront vides et on ne pourra plus payer de retraite à nos enfants et nos petits-enfants. Ce mensonge réside dans le fait que le nombre d'actifs qui se réduit, qui vraiment devient peu important, n'affecte pas les richesses, les plus-values qui sont créées. Quand avant, on avait besoin de 100 ouvriers pour faire une automobile, eh bien aujourd'hui, on a besoin de 3 personnes derrière des robots. Mais les automobiles se vendent cher et rapportent beaucoup d'argent. Donc ce n'est pas le système de répartition qui doit être mis en cause, c'est le système de cotisation. Les cotisations données par les actifs, elles ne sont pas extensibles, mais les cotisations données par les entreprises, par les grands groupes qui font des milliards de bénéfices, grâce au travail de ces actifs-là, eh bien, ces cotisations-là doivent être augmentées pour que le système de répartition continue à fonctionner. Jamais il ne parle de cette donnée-là. D'autre part, le soi-disant déficit des caisses de retraite, c'est une usurpation également pour la bonne raison que les actifs ayant cotisé, des sommes arrivent dans les caisses de la sécurité sociale et ces sommes-là ne sont pas dépensées de façon correcte. Mais en plus, les cotisations que doivent reverser des entreprises et surtout les services publics, l'État, ne sont pas versées. L'État français doit des millions de retards de versement à la caisse. Si ces caisses-là, si ces paiements sont effectués, le déficit, évidemment, n'est pas celui qu'on prétend. Et puis, en fait, il y a un autre élément encore, c'est que les cotisations des actifs pouvaient payer les pensions futures, mais comme on précarise le travail, on arrête les contrats à durée indéterminée pour les remplacer par des vacations, des remplacements à court terme par l'intérim. Évidemment, que les actifs travaillent, ce qu'ils perçoivent est tellement bas que ce qu'ils vont reverser comme cotisation est également très bas. Donc, le fait que cet argent-là n'entre pas pour assurer les pensions n'est pas dû à la question de nombre d'actifs, c'est dû à la surexploitation ultralibérale. Si on respecte le droit des travailleurs, si on paie les infirmières aux relations avec le travail qu'elles font, si on augmente les salaires comme ils devraient être, parce que c'est possible, les grandes entreprises faisant des milliards de bénéfices, on a rappelé Total il y a quelques jours, eh bien, il n'y aura pas de problème non plus, même s'il y a peu d'actifs, mais le volume cotisé permettra au système de fonctionner. Donc, ça, c'est concernant la question du financement. Mais je tiens à attirer votre attention sur le fait que cette même logique qu'on développe pour les retraites, à savoir déficit, les anciens, les nouveaux ne pourront pas bénéficier, il a été employé, ce même argument a été employé depuis une trentaine d'années pour déstructurer la sécurité sociale, soi-disant sécurité sociale en déficit. Donc, on ne rembourse pas les médicaments, on baisse les opérations qui sont remboursées. Bref, on atteint la santé. Et au résumé, les gens ne bénéficient pas d'un système de santé. Vous connaissez l'histoire des rendez-vous donnés dans un an. Donc, on a le temps de crever, de devenir aveugle, etc. Donc, l'argument avait été utilisé pour déstructurer le système de protection sociale. Il est utilisé pour saboter les retraites. Parce que les gens qui prennent ces décisions-là, ce sont des gens qui veulent développer un capitalisme barbare, un ultralibéralisme sans partage, qui laisse les gens de plus en plus de la pauvreté en grande majorité, y compris les classes moyennes, et qui voient les bénéfices des actionnaires exploser. Normalement, même s'il y avait des difficultés de budget, d'équilibre de budget, l'État français devrait prendre des masses d'argent que nous payons sur les impôts pour équilibrer les budgets. Or, il prend cet argent-là
pour financer la guerre, l'armée. Je vous rappelle que la loi de financement des armées pour les années à venir là, ont dégagé 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros. Et puis on achète des canons César, on fabrique des canons César qu'on donne à l'Ukraine pour la guerre contre la Russie. Donc, normalement, c'est le budget de l'État qui s'appuie sur, nous impose sur des contributions qui viennent du peuple, de ceux qui travaillent, devrait être utilisé pour combler un déficit si le déficit existait réellement, parce que nous avons montré que c'est une manœuvre qui est faite pour justifier la politique gouvernementale. Donc ça, c'est le point. Il faut qu'on développe cette contre-argumentation-là sur la question des finances. Mais il y a aussi un argument qu'il nous faut combattre à tout prix, que là, ces jours-ci, ils travaillent dessus massivement. Tous les pays européens voient leurs travailleurs partir à 64, 70, etc. Et que les étrangers se moquent des Français. Ce sont des paresseux. Hein? C'est nous seuls qui serions. Cet argument-là, c'est un argument malhonnête, malpropre. Et je prends, il y a un député en France qui avait accusé le ministre d'être un imposteur et un assassin. Tout le monde le dénonce, c'est la honte de la République. Moi, je reprends ces termes-là à mon compte. Tous ces gens-là qui développent cette politique, ce sont des imposteurs et des assassins. Parce que leur loi entraîne la mort de gens, la non-possibilité de se soigner. Des imposteurs parce que leurs arguments sont mensongers. Comme le disons, c'est une bande d'assassins et d'imposteurs qui veulent saccager les droits sociaux conquis de lutte, avec des luttes particulièrement dures pendant des siècles. Donc, cet argument, les pays étrangers, c'est 64-67 ans. Mais dans quelles conditions? C'est exactement comme ce que Macron fait en imposant aux populations des règlements qu'ils refusent. Quand on vient vous dire les étrangers se moquent de nous, et puis on présente la une d'un journal qui dit les Français sont des paresseux. Mais qui fait ce journal-là? Y a-t-il eu un sondage qui a été présenté pour dire nous avons interrogé les paysans, les ouvriers allemands, et en majorité, ils disent que les Français sont des paresseux. Non, ce n'est pas vrai. C'est de la propagande parce que la majeure partie des ouvriers, des travailleurs, des sans-emploi, des pays européens, des pays capitalistes, même aux États-Unis, ne sont pas satisfaits des décisions qui sont prises et ne jugent pas les résistances populaires en Europe comme scélérates. J'ai eu l'occasion de vous rappeler l'exemple de la Grèce. La Grèce, le peuple a voté majoritairement pour rejeter les mesures ultralibérales. Le parti Syriza, tout ça, ils ont eu un gouvernement, une majorité au Parlement qui a dit, bon, nous refusons les mesures de retraite imposées par l'Union européenne. Qu'est-ce qui a été fait? L'Union européenne, dont la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ont bloqué toutes les sommes qui permettaient à la Grèce de vivre, auxquelles elles avaient droit. La Grèce avait droit pour payer les fonctionnaires, tout. Tant que vous n'acceptez pas les lois scélérates, vous n'avez pas d'argent. Et la Grèce était obligée de changer de politique. Et ça s'appelle démocratie. Et quand on a dit ça, alors aujourd'hui, un journaliste français vient dire, la Grèce, on travaille 64 ans, c'est les Français qui sont des fédérés, etc. Je dis, ce sont des imposteurs et des assassins. Et il y a même un ministre qui a eu le culot de dire, mais écoutez, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose quand on dit qu'on avance à 64 ans, parce que dans la réalité, aujourd'hui en France, en moyenne, les gens passent à 64 ans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un âge légal pour toucher une pension complète, il faut avoir travaillé tant d'annuités. Là, maintenant, quand les gens arrivent à l'âge de départ légal, ils voient qu'ils n'ont rien dans leurs mains. Donc, ils sont obligés de travailler jusqu'à 64-65 ans pour avoir une pension complète. Et le ministre prend ça comme pour dire, mais on travaille jusqu'à 64 ans en moyenne, sans préciser
qu'avec des pensions rikiki. Eh bien, quand ils vont voter la loi de 64 ans, on ne pourra pas avoir de pension complète à 64 ans pour la bonne raison qu'on vous demande 43 de travail, 43 années de cotisation, et puis que ce que vous avez est tellement faible comme revenu, on a parlé de la précarisation des salaires, que à l'âge normal qu'ils auraient voté pour 64 ans, vous seriez obligé de travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une pension complète. Vous savez ce que ça signifie travailler quand on est malade, en mauvaise santé, vieux, fatigué, stressé. C'est une façon de tuer les conquêtes sociales, de détruire la qualité de vie de ceux d'en bas, pendant que ces messieurs voyagent. Bon, vous savez comment ils vivent. Donc, ça, c'était le deuxième point sur la vision qu'il présente, qui est attribuée aux étrangers. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est que il développe l'idée que, mais de toute façon, vous avez manifesté, mais le gouvernement ne change pas. D'ailleurs, hier au Sénat, on a voté la loi, c'est fini. L'idée que l'État, le gouvernement a voté, donc la situation c'est fini, c'est pas la peine de lutter, merde, ça lui est. Non, ce n'est pas vrai. Les lois sont faites pour être renversées. Il y avait une loi en Martinique qui disait que le béquet avait le droit de vendre des nègres. Alors, comme c'était la loi, c'est pas la peine de lutter, c'est pas la peine de faire des insurrections, c'est pas la peine de faire des calculs. Il faut mener des actions radicales, planifiées, responsables, réfléchies, mais il faut casser ceux qui imposent des lois injustes. La loi peut avoir été votée, le Sénat peut dire ses affaires, mais si les luttes populaires montent en puissance et prennent des formes efficaces, ce qui est possible, ce qui a toujours existé dans l'histoire des luttes ouvrières, Macron ira se faire rhabiller. Donc il faut comprendre que c'est une propagande pour nous rendre défaitistes, qu'on baisse les bras. Le combat ne peut que s'accélérer, sauf qu'on ne va pas seulement, il ne faut pas seulement lutter contre une loi, un sabotage des retraites, mais contre un sabotage de la réalité des travailleurs par les gouvernements ultralibéralistes. Il faut que notre lutte dépasse la simple revendication du rejet du sabotage des retraites, mais qu'on réfléchisse politiquement, organisationnellement, comment arriver à renverser ce système injuste. Et c'est là que cela m'amène à parler des chantages électoraux. Les gens qui croient, les gens qui prétendent que c'est en allant aux élections, en gagnant des mouvements de gauche, etc., j'ai parlé de la Grèce, qu'on pourra avoir un soulagement, ce sont également des escrocs, des opportunistes. L'histoire nous a suffisamment montré que le mythe des élections, le chantage au moins pire, ne fait que nous enfermer. Rappelez-vous, Macron avait été élu pour que Le Pen ne passe pas. Et les gens disaient, si Le Pen passe, tout est fait. C'est ce qu'a dit. Il a été élu, mal élu, en disant, oui, je serai le président de tous les Français, je sais dans quelles conditions je suis. Je vais faire une réforme pour donner, à l'époque, dans son bulletin de campagne, au moins 800 € de retraite à tous les retraités, etc. Quand il est arrivé, il a craché sur tous les électeurs qui avaient voulu chasser Le Pen, et puis il a mis son rouleau compresseur. Quand les gilets jaunes sont descendus dans la rue, il a envoyé des gens les éborgner, massacrer. Et puis après ça, il se représente le même topo. Pour que Marine Le Pen ne passe pas, votez pour moi. Mais cette fois-là, et puis des gens, vous votez pour lui. À l'époque, quand nous dénoncions, pas nous seuls, ce chantage, on nous disait les autres pour Le Pen. Les deux, c'est les mêmes fascistes, les mêmes scélérats. Donc, la peste et le choléra. Il faut priver ces gens-là de toute légitimité. Si tous ceux qui avaient voté, soi-disant contre Le Pen pour Marine Le Pen, n'avaient pas voté, ils n'auraient pas eu la légitimité de dire, comme il le fait,
Quand je suis venu, j'ai dit mon programme, hein, vous avez voté pour moi, vous devez vous écraser, hein, mais moi j'ai ma légitimité. Donc le chantage électoral, ce n'est pas par cette voie-là. Alors, tout à l'heure, quand je vais parler du Venezuela, je vais dire que ça ne veut pas dire que le principe des élections en lui-même doit être rejeté, mais dans le contexte actuel de lutte contre l'ultralibéralisme et le fascisme, ce n'est pas par ce biais-là qu'il faut pouvoir penser changer les choses. Le dernier point que je veux dire sur cette question des retraites, c'est que la force du gouvernement, c'est de jouer sur les divisions au sein du peuple. Essayer de monter telle tranche, ah, mais les retraités, ah, mais ceci, les femmes pourront, de jouer sur des intérêts égoïstes pour essayer de diviser. La division dans un combat frontal comme ça, c'est une arme. Remarquez bien que quand l'Union syndicale en France s'est constituée, et le Front syndical, ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas vu ça, eh bien, quand ce front s'est constitué, le gouvernement a commencé à paniquer. Et au sein des forces de droite de la majorité macronienne, la puissance du mouvement populaire a commencé à mettre de la division qui sert le peuple. D'ailleurs, c'est ce qui a conduit Macron et son gouvernement à utiliser des articles de la Constitution, d'abord le 49.3, mais là maintenant le 44.3, pour dire, bon, vote bloqué, etc. Parce qu'il savait qu'au Sénat, il y avait 50 personnes de droite qui s'étaient déjà désolidarisées de la politique macronienne. Ils risquaient de perdre les élections. Donc la Constitution est utilisée dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la division dans le camp adverse nous sert et est possible parce qu'il y a union dans le camp des travailleurs. Mais inversement, le gouvernement cherche à diviser, à faire des conflits d'intérêts. Et il nous faut comprendre que les luttes des travailleurs ont absolument besoin d'une unité sans faille. En Martinique, il y a une réalité que les alliances syndicales se font, mais dans ce conflit-là précisément, il y a deux tendances qui s'affrontent. Il y a une tendance qui dit, ben, il est trop grave, loi française à concerner nous. Il faut que tout le monde syndique, même si ce sont des décisions qui sont prises par des centrales syndicales françaises. Et des gens comprennent ça, il y en a qui descendent dans la rue. Et puis, il y a notre courant qui dit, mais oui, mais nos revendications spécifiques, les retraites en Martinique ne sont pas prises en compte. Parce que même si la loi ne passe pas, la distorsion, les injustices, les écarts ne seront pas pris en compte. Donc, il faut que cette lutte-là mette en avant des revendications spécifiques concernant la retraite. Ces deux positions-là sont légitimes. Ces deux positions-là doivent être respectées. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est que les porteurs d'une tendance critiquent les autres, d'autres c'est des assimilationnistes, etc. Ils n'ont pas en compte le pays nous. Et ceux qui sont pour le soutien, la participation aux luttes françaises disent, ah ouais, un mouvement, ils ont qu'à faire division. Mais ce n'est pas la bonne tactique. Parce que nous, si nous respectons ces deux tactiques-là, nous voyons qu'elles sont nécessaires et complémentaires. Et que chacun doit aller dans sa direction. Et chacun doit respecter la position de l'autre. Le groupe des anti-martiniquais, parce qu'il dit, profitons de la mobilisation française pour bailler aux forces. Et ceux qui disent non, faut que nous mettions en avant propre stratégie, nous, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre les travailleurs français. Il nous faut arrêter avec les débats secondaires attisés par l'ennemi pour respecter les positions respectives qui s'expliquent par des parcours, des formations idéologiques différentes, en voyant que ce qui est plus important, c'est que les deux vont s'opposer aux politiques françaises. Parce que le travail que ceux qui privilégient les revendications nationales, le travail qu'ils mènent sur le terrain, c'est décisif, c'est important aussi. Donc, pour résumer sur cette partie globale, il nous faut comprendre que nous sommes dans un affrontement fondamental. Tous
tous les droits sociaux, dans la santé, dans les retraites, dans tout le droit du travail, c'est saboté. On ne pourra pas empêcher à cette machine-là de continuer s'il n'y a pas une unité, mais s'il n'y a pas une implication massive. Cela demande des sacrifices. Il y a qui déjà. Ah oui, moi d'accord, et puis yo, remarquons que la majeure partie de l'opinion soutient les manifestations. Oui, ça m'embête, je peux parler au travail, mais bon, je comprends la cause. Mais il y a beaucoup qui n'acceptent pas le sacrifice, qui disent, je vais perdre une journée de travail, mon enfant va perdre une journée de classe, mais pas ni rien sans sacrifice. Même si on va faire barrage, blocage, grève, tout ça, il ne faut pas aller de ce côté. L'école ne va pas aller de ce côté. C'est la décadence, la pauvreté qui va s'accélérer. Et il faut être capable de dire, bon, comment préparer l'acceptation de ces sacrifices-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre solidarité nous permette de passer ce cap difficile-là? Mais il faut accepter les divergences. Parce qu'en définitive, c'est pas un petit combat contre le sabotage retraite qu'il a, hein. C'est un combat pour la vie. Comment on conçoit notre épanouissement, comment on conçoit le développement de notre économie, la solidarité humaine, la qualité de vie. C'est ça, il n'y a rien sans sacrifice. Si les marrons n'étaient pas allés dans les bois, si les domestiques n'étaient pas restés dans leur ferme pour aider les marrons en bas bois, comme on dit, si les esclaves les esclavagisés ne s'étaient pas révoltés sur les habitations, si on n'avait pas coupé des jambes des fuyards, s'ils n'avaient pas accepté ces risques-là, nous ne pouvons pas là qu'à parler aujourd'hui. Donc, il nous faut préparer ce que les gens ont peur du mot, mais une véritable révolution. Donc, voilà ce que je voulais dire pour le premier thème concernant les retraites. Alors, le deuxième thème, j'ai déjà commencé par cette même histoire de journalisme malpropre, de médias caporalisés. Je vous ai dit donc que j'étais dans des événements internationaux qui se sont déroulés à Caracas 2 au 6 mars. Donc, j'ai vu Caracas, j'ai vécu, etc. Et puis, j'arrive donc, je suis rentré mercredi soir, sur Martinique Première. Il y a une émission, c'est les émissions internationales françaises, quoi, qui parle du Venezuela. Mais pour dire quoi? Des exilés, des gens qui ont fui le Venezuela, qui essaient de se réinsérer et ils, grâce au sport, oui, ils reprennent goût à la vie, etc. Regardez ça. Il n'y a pas qu'à parler de ça qui fait Venezuela. Bref, je passe sur Arte, une émission, le journaliste qui dit la situation s'empire. Des millions de personnes continuent à fuir le Venezuela, la crise, etc. Et puis c'est fini, on passe à autre chose. Et moi, je sors d'une rencontre dont je vais vous parler. J'ai vu un Caracas, j'ai fonctionné, j'ai vu les gens sans agressivité particulière. Je ne dis pas que les États-Unis ne vont pas essayer de refaire une subversion à la Guaido. C'est possible dans l'histoire. Mais la réalité, c'est que non, les gens sont quiets, et les boutiques sont achalandées. Ça veut dire que, exactement comme vous allez à Saint-Domingue ailleurs, vous avez des échoppes de travailleurs qui vendent de tout, bon manger, grillé, vous avez des restaurants qui fonctionnent, vous avez de la musique qui joue. Il n'y a aucune panique. Et ces gens-là, et l'histoire de millions de gens qui partent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, l'histoire de gens qui reviennent au Venezuela après avoir été déçus de leur départ, ça existe. On n'en parle pas. Donc, je vois ce Venezuela et j'entends cette propagande. Malheureusement, il faut dire que nous le voulions ou pas, cela agit sur nos cerveaux. Plus tard, il y a quelqu'un qui me demande, mais je n'ai pas entendu parler de ça du tout. Je pense peut-être que c'est cette personne-là à l'antenne. Ah, mais d'après ce que tu me dis là, mais c'est important. Je lui dis, c'est de la censure. Et je me mets à chercher sur Google
les sites qui parlent de cette rencontre à laquelle j'ai participé, de façon à conseiller à cette personne-là d'aller voir. Dans tous les médias occidentaux, je suis tombé en arrière en disant, mais c'est pas possible. C'est des voyous, c'est des sérieux, parce qu'ils en parlent, oui, tout ça. Il y avait une rencontre au Venezuela pour les 10 ans de Chavez, Raúl Castro y allait, Maduro a rencontré le dictateur Ortega, on monte une petite troupe de jeunes dans la foule qui va vers le quartier de la montagne, entre la caserne, etc. Et puis c'est fini. Incapable de trouver un reportage dans un média occidental qui dit ce qui s'est passé au Venezuela. Alors, quand je vous aurai dit mon vécu, vous allez voir quand même que c'est de la manipulation fasciste. La première chose que je vous confie, que je confesse, c'est que ça fait peut-être une quarantaine d'années que je participe à des rencontres internationales de ce type au groupe de Sao Paulo. Eh bien, cette rencontre-là, c'est une rencontre historique dont on parlera dans les livres d'histoire dans quelques années. Ce fut quelque chose de géant, quelque chose d'inimaginable. Alors, il y avait deux mouvements. Il y avait d'abord l'anniversaire de la 10e année de disparition du commandant Chavez. Alors, ils ne disent pas de la mort du commandant Chavez, ils disent de la disparition physique du commandant Chavez. Parce que Chavez est présent, Chavez vivante, Chavez no murió, il n'est pas mort, il s'est multiplié, etc. Donc, il y avait toute une série d'événements avec des mouvements de foule, notamment c'est le 5 mars qu'il est mort, et des visites dans une caserne, c'est là où il y avait eu un coup d'État. Et c'est là qu'aujourd'hui est le mausolée d'Hugo Chavez. Des milliers de gens, pendant 2-3 jours, défilent et passent devant le tombeau, le mausolée, si on veut, ou encenser Chavez, comme on dit chez nous, avec des parties culturelles. Il y a eu des coups de canon tirés dans la ville, des feux d'artifice, mais pas seulement à Caracas, dans toutes les provinces, il y avait des manifestations de commémoration de Chavez. Dans le cadre de ces commémorations, il y a eu un séminaire qui a été organisé sur 2 jours pleins sur le thème de la pensée et du projet de Hugo Chavez. Quelles leçons tirer de ses écrits, de ce qu'il a fait, et qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans. Alors, on pourrait dire, bon, il faut faire un séminaire, mais qui participait au séminaire? Il y avait des mouvements sociaux de tous les continents. 135 délégations représentant 57 pays asiatiques, africains, etc. Et dans ce séminaire-là, de quoi parlait-on? On parlait de l'édification de la société vénézuélienne, des erreurs commises, des succès obtenus et des leçons tirées qu'il faut que, du point de vue de l'organisation de la société, politique de la société, ils sont en train de prendre un certain nombre de lois particulièrement importantes. Et il nous expliquait, on a eu des interventions de ministres, de députés, de dirigeants de mouvements sociaux qui expliquaient comment toutes les subventions ont échoué et grâce à quoi? Il disait grâce au travail d'organisation des quartiers dont aucun média ne parle. À l'heure actuelle, et depuis l'arrivée de Maduro, le mouvement s'est accéléré, il y a une organisation de ce qu'on appelle les communes. Dans chaque province, dans chaque quartier, on organise des communes avec les gens de la population, des jeunes, etc., des femmes, des anciens. Et la commune discute de ce qui doit être fait dans le quartier et envoie
ces propositions au niveau gouvernemental. Ça s'appelle les communes. Il y a un ministre dans le gouvernement chargé de l'animation des communes. Et ils sont en train de prendre une loi pour mettre dans la Constitution le pouvoir des communes au même rang que celui du gouvernement et du Parlement. Ça veut dire qu'on est en train d'institutionnaliser le pouvoir populaire au Venezuela. La chose est tellement poussée. Nous, afrodescendants, qui menons la lutte pour les réparations, pour la reconnaissance de notre histoire, eh bien, ils sont en train d'organiser, ils ont déjà organisé plutôt, ce qu'on appelle les Kumbé, les défenseurs des causes afrodescendantes-là, pourraient s'inspirer de ces expériences. La Kumbé réunit les afrodescendants des différentes provinces. Et ils ont désigné un député qui les représente au Parlement. Il en est de même pour les Amérindiens. Ça veut dire qu'on est en train d'organiser le pouvoir des communautés de base au Venezuela. Est-ce que vous avez déjà entendu un seul journaliste occidental parler de cette expérience-là, interviewer les gens et dire ce qu'ils en pensent, etc. Or, c'est une expérimentation révolutionnaire basée sur la pensée Chavez. Il y a eu un deuxième thème qui a été organisé et débattu plutôt, c'est le rôle de l'armée de la défense du pays et vis-à-vis du peuple, puisque c'est un pays où il y a eu beaucoup d'états militaires, où les militaires en général servent les aristocraties, les oligarchies. Alors, les mesures concrètes qui ont été faites pour changer, pour faire que l'armée s'intègre au processus révolutionnaire sont les suivantes. D'abord, depuis plus de 10 ans, depuis sous Chavez, les casernes sont ouvertes aux jeunes des barrios, des quartiers, pour qu'ils jouent du football, etc. Les soldats ont des missions sociales dans les quartiers, éducatives, sanitaires, etc., pour faire la jonction entre ces deux choses-là. Et au niveau des directions militaires, le gouvernement a développé une coopération permettant de garantir aux officiers, etc., que leur statut n'est pas mis en cause parce qu'ils sont partie de la révolution. Et puis le troisième élément le plus important, c'est qu'ils ont restructuré l'armée en y associant les civils. Ça veut dire que le mot d'ordre, c'est Unidad Civico-Militaire, unité civique militaire. Et vous avez les femmes, les jeunes, les anciens dans les quartiers qui sont formés au travail militaire, au maniement des armes, qui sont regroupés en tant que milices populaires et les décisions sont prises conjointement par les responsables militaires et les représentants des civils. Et ils disent que c'est ça qui a permis que les subversifs de Guaido ne puissent pas prendre le dessus. Donc, on a discuté de ça, mais pas seulement de ça. Il y avait des réflexions sur le rôle des intellectuels, la façon de développer l'autosuffisance alimentaire, et notamment le Venezuela a expliqué comment il vivait de la rente pétrolière. Quand Chavez est arrivé, il a utilisé la rente pétrolière pour construire des millions de maisons, donner à manger, etc. Mais les États-Unis et les Européens, l'Europe, la France en particulier, c'est les RATS, ont bloqué la possibilité d'accès aux rentes pétrolières. Et il a fallu passer d'une situation où 80%, ça me rappelle la Martinique, de produits alimentaires et nécessaires étaient importés, à une situation qui aujourd'hui est déjà prévalente, c'est l'inverse. Plus de 80% des choses qui sont consommées au Venezuela viennent des provinces. L'État a incité les gens à produire tout ce qui est nécessaire en
en laissant de côté ce qui est vraiment superficiel. Donc, c'est ça qu'on a discuté. Et pour vous donner une idée de la malhonnêteté, la malpropreté de la presse occidentale, la dernière séance de clôture qui a eu lieu le dimanche après-midi s'est faite au théâtre Teresa Coronia qui accueille 5000 personnes. À la tribune, il y avait 3 anciens présidents, Zelaya qui avait été renversé par un coup d'État au Honduras, Correa, ancien président de l'Équateur, et Evo Morales qui avait été renversé par un coup d'État, et qui ont chacun donné l'historique de leur lutte. Mais il y avait pratiquement des représentants des gouvernements de tous les pays d'Amérique du Sud et du Centre. Et il y avait des représentants de 2 îles caribéennes. Alors, pour vous dire qu'il y avait Raúl Castro, qu'il y avait le président actuel de Bolivie, il y avait, bref, tous les présidents ou chefs de gouvernement de la région qui ont soutenu la révolution bolivarienne et dénoncé les exactions faites par les Occidentaux. Imaginez-vous que le responsable qui a déchaîné les foules, 5000 personnes debout en train de lancer des slogans, c'était le premier ministre de la petite Dominique qui est au nord de la Martinique. Il a parlé pendant peu de temps, mais son message a électrisé le public. Pourquoi? Parce qu'il a dit nous sommes un petit pays, mais nous avons la dignité et nous faisons respecter nos souverainetés. Les gens qui ne sont pas d'accord avec nos relations, que nous ayons des relations avec le Venezuela, qu'ils aillent au diable. Nous sommes responsables et nous dénonçons le blocus et nous la politique des Occidentaux. Moi, je vous dis franchement que c'était un moment fort. Et il était appuyé tout de suite après par le premier ministre de Saint-Vincent, qui est actuel président de la CELAC et qui est allé dans la même direction. Eh bien, tout cela, il y a Daniel Ortega qui a parlé, tout ça. Tout cela a montré une cohésion des représentants du Mexique, de l'Argentine, a montré une cohésion dans les mouvements, les États, les gouvernements anti-impérialistes qui est absolument intéressante. Alors, quand on va sur les sites occidentaux, qu'est-ce qu'on voit? À l'occasion de l'anniversaire de la mort de Chavez, il y avait des chefs d'État et Maduro a reçu son ami dictateur Daniel Ortega, etc. C'est vraiment de la désinformation. Mais n'empêche que c'est pour ça que je disais que c'est historique. Ça a montré que les Occidentaux sont sur la défensive et deviendront beaucoup plus scélérats. J'ai dit qu'il y avait 2 mouvements. Premièrement, commémoration du 10e anniversaire de la disparition de Chavez. Mais il y avait un événement encore plus capital pour la lutte des peuples qui s'est déroulé parallèlement. C'est la rencontre de Alba Movimientos. Et je suis sûr que 1% des Martiniquais ne connaissent pas Alba Movimientos. Ce n'est pas de faux. C'est parce qu'il y a un blocus de l'information. Alba Movimientos, c'est une institution qui avait été créée en même temps que l'ALBA, l'Alliance bolivarienne que Chavez avait initiée pour harmoniser la politique des gouvernements d'Amérique centrale et sud. Et Chavez avait dit, mais tant que c'est les gouvernements seulement qui coopèrent, ça ne peut pas aller. Les gouvernements peuvent chercher. Il faut mettre en avant la coopération des mouvements populaires. Et il a créé Alba Movimientos, qui regroupe des organisations paysannes, féministes, syndicales, politiques, tout ce qui est mouvement social alternatif dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Il a créé cette institution. Donc, des gens, il y avait 35 pays représentés, hein,
dans cette réunion, des gens qui viennent dire, voilà ce que nous faisons, voilà comment nous pouvons mieux faire. Mais Alba Movimiento est intégré dans un réseau plus large, international, qui regroupe tous les réseaux internationaux qui ont la même vocation de réunir les luttes populaires. De sorte que dans cette réunion organisée à Caracas, Alba Movimiento, il y avait tout ce dont j'ai parlé pour Amérique centrale. Il y avait des représentants d'Amérique du Nord, du Canada, d'Asie, du Proche-Orient, d'Afrique. Vous aviez des mouvements sociaux puissants, des oppositions politiques puissantes de tous ces pays-là réunis avec Alba Movimiento, le séminaire. C'est pour ça que je dis que c'est historique. Parce que là, ce n'était pas pour venir prendre des déclarations anti-impérialistes formelles, etc. C'était pour dire, voilà ce que je fais, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut faire des choses internationales. Par exemple, il existe beaucoup d'écoles de formation politique, idéologique, syndicale en Amérique latine, en Afrique, au Ghana, etc. Eh bien, ces gens-là sont venus présenter leur projet, leur initiative, et voir comment on peut établir des passerelles entre toutes les écoles. Pareil pour les médias. L'un des thèmes principaux a été comment contourner les médias du système. Comment arriver à faire la communication entre les peuples. Je vous dis que c'est quelque chose qui va changer la donne. Et donc, il y a ce travail qui a été fait au sein de Alba Movimiento dans un séminaire. En marge, il y a eu une réunion de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe pour vous dire que là, c'est pas les inutiles, c'était des militants engagés, des gens qui sont sur le terrain et qui visent à l'organisation d'un affrontement global contre la politique des impérialistes. Donc, c'est ça qui s'est passé dans ces deux réunions. Alors, je passe sur l'aspect culturel. Un méga concert avec l'orchestre symphonique du Venezuela, mélangeant des jeunes, des enfants, des anciens, et puis toutes les facettes culturelles afrodescendantes, amérindiennes, etc. Bon, ça, on aura peut-être l'occasion de passer l'enregistrement de ce concert, puisque nous devons recevoir, mais c'est dire que c'est un événement important. Alors, bien entendu, comme j'étais là en tant que représentant du CNCP, j'ai parlé au nom de la Martinique, à diverses reprises, j'ai expliqué d'autres situations, pour le problème de l'empoisonnement, fait, tout ce que nous avons l'habitude de dire sur cette radio, nous avons eu l'opportunité de communiquer avec l'ensemble des mouvements sociaux de la planète sur la situation de Martinique. Alors, quand on revient d'un voyage comme ça, et puis qu'on arrive chez soi, on voit que pas un média n'a parlé. Au contraire, on continue avec les fables de la crise, de l'immigration, de gens qui apprennent à jouer du baseball dans leur pays d'adoption. On voit bien que c'est la guerre d'information qui est déterminante dans cette affaire. Alors, pour terminer, je dirais que là, je dis ce qui est publiquement acceptable. Mais vous pensez que dans de telles réunions, il y a des choses qui ne concernent que les militants actifs. Et le CNCP s'est engagé à avoir des contacts avec les militants qui le souhaitent, bien sûr, conséquents, pour transmettre les informations reçues et passer les données qui permettent de participer à ce grand mouvement mondial. Alors voilà ce que je voulais vous restituer. Je vous remercie de votre attention. Dans quelques minutes, nous allons écouter des informations. Le jingle, voilà. Vous avez baissé mon micro? Oui.